Pendant l'été 2023, le Conseil constitutionnel a été saisi concernant la constitutionnalité d'une loi pourtant essentielle pour la protection des enfants. Ainsi, le 21 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision dans l'affaire numéro 2023-1058 QPC. Sans doute n'en avez-vous absolument pas entendu parler. Il est vrai que l'actualité de ce début de mois de juillet nous détourne un petit peu l'attention. C'est ainsi que le 4 juillet, lors d'une audience publique du Conseil constitutionnel, 3 avocats ont œuvré pour faire annuler la loi fixant le consentement à 15 ans en France. Cette loi, c'est la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Ce n'est pas la totalité de la loi qui est remise en question, mais en particulier 2 articles. L'article 222-23-1 présente une définition différente du viol. Ainsi, grâce à cet article, tout acte sexuel, qu'il soit pénétration ou acte bucco-génital, commis par un majeur sur un mineur de 15 ans, c'est-à-dire en fait qu'il a moins de 15 ans, ou qu'il soit commis sur l'auteur par le mineur, sera considéré comme un viol, à partir du moment où il y a une différence d'âge qui est d'au moins 5 ans. Ce qui signifie que pour toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de 15 ans où il y a une différence d'âge de plus de 5 ans, on ne parle plus de consentement. Tout acte sexuel est considéré systématiquement comme un viol. Il n'est pas question de relation consentie. Et ça, c'est hyper important que cette notion soit conservée. On ne peut pas parler de consentement pour un enfant, on ne peut pas parler de consentement pour un bébé, on ne peut pas parler de consentement à partir du moment où l'adulte a une influence sur le jeune. Et le deuxième article, l'article 222-23-3, qui définit que ces viols sont punis de 20 ans de réclusion criminelle. Voici maintenant quelques morceaux choisis de l'audition publique du Conseil constitutionnel du 4 juillet. Et à ce titre, les articles litigieux remettent frontalement en cause la présomption d'innocence. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent de retenir la culpabilité de manière automatique. Parce que, mu par une volonté démesurée de protection, le législateur présume que le mineur de 15 ans n'est pas en état d'avoir une activité sexuelle avec un adulte. À cet égard, la loi érige au rang de crime n'importe quelle relation sexuelle, y compris consentie, avec un majeur d'au moins 5 ans son aîné. Vous remarquerez que la pieuvre pédocriminelle à l'œuvre à travers ses avocats veut réintroduire la notion de consentement. Le représentant du Premier ministre nous rétorque que la notion même de consentement à l'acte sexuel ne doit pas être débattue. Instinctivement, une personne accusée d'être un violeur va souvent reconnaître la relation intime pour en nier le caractère agressif. Que ce soit au stade de la garde à vue ou devant un juge d'instruction, elle répétera la même histoire, à savoir que l'autre était consentant. Toutefois, en admettant la réalité d'un rapport sexuel consenti, le mis en cause souhaitant sincèrement se défendre va s'auto-incriminer. Et le piège se refermera sur lui. Sans le savoir réellement, il reconnaîtra l'infraction ainsi que sa culpabilité, puisqu'il aura effectivement eu une relation avec un mineur de 15 ans. Quid à l'inverse d'une rencontre si commune de nos jours, sur les réseaux sociaux. Notamment lorsque l'on échange sur un site de rencontre et l'on présume, si je puis dire, effectivement, que l'autre a son âge ou tout au moins est majeur. Et quid tout simplement de la réalité humaine, à savoir que personne dans la vie ne va demander à vérifier une carte d'identité avant d'entamer une relation sexuelle. Quant à prétendre enfin qu'un suspect ne pouvait pas ne pas connaître l'âge de son partenaire mineur, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Sur quoi se base-t-on concrètement ? Sur une impression. Sur l'impression qu'un officier de police judiciaire ou qu'un magistrat ensuite se fera du physique d'un adolescent. Or, cette appréciation est éminemment subjective. Remarquez qu'il ne parle que des adolescents. Mineur de 15 ans, ça veut dire mineur de moins de 15 ans. Donc ça veut dire aussi les enfants. Il est tout aussi chimérique de croire ensuite qu'il sera possible de se défendre, puisqu'en vérité, il suffira à un procureur de la République de constater l'existence d'une relation pour saisir un juge d'instruction. Et il suffira à ce même juge d'instruction, réduit au rang de juge de la mise en état, de poursuivre in fine le mis en examen devant une cour criminelle départementale où l'issue est connue d'avance. Que les choses soient claires,
Il ne peut y avoir de justice lorsque le résultat précède le débat, lorsque la défense ne s'est pas pleinement exprimée. Pour toutes ces raisons, je sollicite l'abrogation immédiate des articles en cause afin de rétablir, en dépit d'une époque avare en la matière, le principe cardinal de présomption d'innocence et d'éviter de faire semblant de se défendre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous êtes saisis d'autre chose. Vous êtes saisis d'une interdiction absolue. Ou plus exactement, de la conformité à la Constitution, je cite, de l'interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de 15 ans lorsque l'écart d'âge est d'au moins 5 années. Il n'est pas question de viol ici, et pourtant ce sont là les termes mêmes de l'exposé des motifs de la proposition de loi du 26 novembre 2020. Ces termes traduisent l'objectif du législateur, non pas celui de réprimer plus sévèrement le crime de viol sur mineur, ni de faciliter la caractérisation de cette infraction, mais de réglementer certains rapports sexuels, sans considération aucune des circonstances dans lesquelles ces rapports seraient intervenus, quand bien même s'agirait-il, pour ceux qui les vivent, de rapports amoureux ou, à tout le moins, consentis. Rapports amoureux ou consentis. Des rapports amoureux entre un adulte et un enfant. Tout d'abord, sur le principe de l'égalité, celui-ci exige, a fortiori en matière criminelle, un élément intentionnel. En France, on ne peut pas, ou du moins on ne pouvait pas avant cette loi, être un criminel malgré soi. Il fallait une intention criminelle, et il fallait la caractériser, ce qui permettait de caractériser la dangerosité de l'auteur et la gravité de l'acte commis, et ce qui justifiait le quantum de la peine encourue. En l'espèce, il suffit, pour caractériser le crime prévu par l'article 222-23-1, de caractériser les éléments matériels sans considération des éléments intentionnels. Maintenant, c'est le représentant de la Première ministre qui va défendre la loi actuelle. Il commence par décrire les deux types de viols qui sont décrits dans le Code pénal. L'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Et la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a créé un crime de viol distinct de celui précédemment cité. Cela résulte des termes mêmes donc de l'article 222-23-1 du Code pénal qui institue ce nouveau crime de viol. Or, nous citons, « Or, le cas prévu à l'article 222-23 constitue également un viol. Tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de 15 ans, ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins 5 ans. Et ce viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle selon les dispositions de l'article 222-23-3 qui est aussi soumis à votre appréciation ce matin. Voyons maintenant l'argumentaire qui va être développé pour contrer les arguments des avocats. En premier lieu, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit au respect de la présomption d'innocence, ni les droits de la défense. Il est particulièrement reproché aux dispositions contestées, cela a été largement dit de l'autre côté de la barre, d'avoir posé une présomption irréfragable de non-consentement du mineur. Cette analyse est erronée. L'absence de consentement de la victime n'est pas présumée pour la constitution de l'infraction. Elle est indifférente pour la constitution de l'infraction. Et juridiquement, l'indifférence n'est pas la présomption. Une présomption peut être renversée si la preuve contraire est apportée. Quand un élément est indifférent, la preuve de son existence ou de son inexistence n'exerce aucune influence sur la qualification juridique en cause. Le grief tiré de l'impossibilité pour le majeur de s'exonérer de sa responsabilité pénale devra également être écarté. En effet, certes, il est vrai, cela a été dit, que la preuve d'une absence de violence, d'une absence de menace, d'une absence de contrainte ou de surprise n'aurait aucune incidence sur la qualification d'infraction. Mais cela ne veut pas dire que le majeur poursuivi ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Il le peut s'il est établi que l'un des éléments constitutifs de l'infraction vient à manquer, par exemple, la connaissance que le majeur avait de l'âge
du mineur. Dans ce cas-là, il manque un élément constitutif de l'infraction et il pourra s'exonérer de sa responsabilité pénale. Les droits de la défense sont donc préservés par les dispositions contestées. En ce qui concerne le crime défini par l'article 222-23-1 du Code pénal, l'élément moral n'est pas constitué par une violence, une menace, surprise qui traduirait un défaut de consentement, mais par la connaissance de l'âge de la victime par l'auteur des faits. La caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction repose donc sur l'analyse du comportement du majeur et sur la connaissance qu'il avait de l'âge de la victime. Il ne peut donc être reproché aux dispositions de l'article 222-23-1 du Code pénal de ne faire résulter la culpabilité que de la seule imputabilité matérielle, sans exiger d'un élément intentionnel. Contrairement à ce qui a été soutenu précédemment, il ne s'agit pas d'une incrimination automatique. Le législateur a fait le choix de criminaliser un comportement auparavant délictuel. L'augmentation de la peine encourue qui en résulte, qui est portée de 7 à 20 ans, est certes importante. Elle relève toutefois du pouvoir du législateur d'instituer des peines qu'il juge strictement et évidemment nécessaires. En effet, les comportements en question consistent en des actes de nature sexuelle commis sur des mineurs, particulièrement jeunes, par des adultes significativement plus âgés qu'eux. En décidant d'incriminer plus fortement ces actes commis sur mineurs de 15 ans, le législateur a fait usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas institué de sanctions manifestement disproportionnées aux faits en cause. Aucune exigence concernée n'ayant été méconnue, je vous invite donc à déclarer les dispositions des articles 222-23-1 et 222-23-3 du Code pénal conformes à la Constitution. Alors, nous sommes aujourd'hui le 4 juillet, nous allons regarder tout cela de très près et rendrons notre décision le 21 juillet prochain. L'audience est levée, bonne journée à toutes et à tous. Voyons la décision prise le 21 juillet 2023. Bon, ok, le feu d'artifice c'est peut-être un petit peu trop. Mais on peut tout de même se réjouir puisque le Conseil constitutionnel a décidé de déclarer conformes à la Constitution les articles 222-23-1 et 222-23-3 du Code pénal issus de la loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels. Mais me direz-vous, comment cela s'est-il décidé ? Eh bien, regardons ensemble les 7 pages que compose le document de la décision du Conseil constitutionnel du 21 juillet 2023. Au début, on retrouve le contexte dans lequel le Conseil constitutionnel a été saisi. Sachant que le Conseil constitutionnel est toujours saisi pour une question de conformité par rapport à la Constitution française. Donc ensuite, on nous dit quels textes sont concernés par cette analyse, et là, on retrouve la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs. Ensuite, on retrouve les différentes observations. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir le nom des avocats, parce que dans les commentaires de ma première vidéo, nombre d'entre vous m'ont demandé le nom des avocats. Et ben là, vous les avez. Donc, j'ai surligné les noms des avocats, et j'ai aussi surligné 2 autres choses qui me semblent intéressantes. C'est d'abord une observation en intervention présentée pour Monsieur Pierre-Ange M. La deuxième chose assez étrange, c'est la décision par laquelle Madame Véronique Malbec a estimé devoir s'abstenir de siéger. Donc voilà, on a toutes les pièces qui ont été présentées, les différents rapports, les notes qui ont été présentées. Donc là, le Conseil constitutionnel explique sur quoi il s'est fondé. Il rappelle les 2 articles mis en question. Donc le premier article qui décrit cette deuxième définition du viol spécifique aux mineurs de 15 ans, qui, je le rappelle, mineur de 15 ans veut dire en fait mineur de moins de 15 ans, donc de 0 à 15 ans. Et le deuxième article qui est en fait la sanction prévue pour ce type de viol, à savoir 20 ans de réclusion criminelle. Donc c'était ces 2 articles qui étaient en danger. Voilà les premières requêtes. C'est là qu'intervient essentiellement la notion de consentement. D'après eux, le fait qu'on ne parle pas de consentement, c'est contraire au principe de la présomption d'innocence, et donc au droit de la défense. Alors, en gros, je résume. Le deuxième élément, c'est la remise en question du principe de l'égalité, en expliquant que la culpabilité repose simplement sur le constat des faits. Et donc, d'après ces avocats, il faudrait au moins prouver que le majeur voulait imposer un acte sexuel au mineur. Donc, le principe suivant qui est remis en question, c'est le principe d'égalité
par rapport au fait qu'il va y avoir un effet de seuil quand on pose la barrière du mineur de 15 ans. Et que de ce fait-là, ça va créer des traitements différents. Le point suivant qui est remis en question, c'est le principe de proportionnalité des peines. Puisque là, en fait, quoi qu'il se passe, c'est 20 ans de réclusion criminelle qui est proposé. Qu'il soit ou non commis avec violence, menace, etc. Puisque c'est la définition même de l'article 222-23-1. Il n'y a pas de rapport sexuel autorisé entre un majeur et un mineur. Point. C'est tout. Alors, le point numéro 7, j'avoue que je ne comprends pas. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Au point numéro 8, on vous dit qu'une personne justifiant d'un intérêt spécial doit adresser au secrétariat du Conseil constitutionnel ses observations avant la date fixée pour la présentation des premières observations des parties. Et c'est là qu'intervient le fameux monsieur Pierre-Ange M., qui a donc adressé ses observations en intervention au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 2023, et donc après la date de présentation des premières observations qui était fixée au 9 juin 2023. Donc tout ce qu'on sait, c'est que ce monsieur Pierre-Ange M. aurait donc posé devant la Chambre de l'instruction une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions contestées. Au point numéro 12, il est bien précisé que, par conséquent, son intervention n'est pas admise. Donc un petit rappel sur la Déclaration des droits de l'homme, un rappel de l'article 222-23 du Code pénal qui définit le viol, un rappel de la disposition contestée. Donc là, à partir de maintenant, on rentre dans le raisonnement du Conseil constitutionnel qui les a amenés à valider la conformité de ces deux articles. Dans cette partie, on nous explique que le législateur a bien interdit toute forme d'acte sexuel entre un majeur et un mineur de 15 ans, lorsque la différence d'âge entre eux est d'au moins 5 ans. Et que ceci a la caractéristique de ne pas exiger que ces actes soient commis avec violence, contrainte ou menace, et que ceci ne repose pas sur une présomption d'absence de consentement de la victime. Donc on ne parle pas d'absence de consentement, mais qu'il est néanmoins demandé aux autorités d'apporter la preuve de l'ensemble des éléments constitutifs du dossier. Ils en déduisent donc que ces dispositions n'ont pas pour effet de créer une présomption de culpabilité. Ensuite, ils expliquent que la Constitution permet au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et qu'il doit pour cela définir les crimes et les délits pour que tout soit bien clair et précis. Ensuite, ils reviennent sur la question crime sans intention de le commettre et ils réexpliquent bien que la seule imputabilité matérielle des actes réprimés, c'est-à-dire le simple fait de parler de l'acte en lui-même, ne suffit pas à caractériser l'infraction. Contrairement à ce que les avocats prétendent, il est évident qu'il y a toujours une intention derrière ces actes. C'est le fait qu'ils aient voulu le faire. Ensuite, il précise bien que la minorité de 15 ans n'est pas une circonstance aggravante, c'est un élément constitutif de l'infraction. Le principe de l'égalité est donc respecté. Ensuite, par rapport au principe d'égalité, il précise bien, par le numéro 22 et 23, que s'il le faut, en fonction des faits, ce peut être la définition du crime de viol aggravé commis sur un mineur de 15 ans qui est pris en compte. Et dans ce cas-là, effectivement, ce ne sera pas la même punition. Le numéro 25 rappelle que le Conseil constitutionnel n'a pas les mêmes pouvoirs que le Parlement sur les lois, mais qu'il lui incombe de s'assurer de l'absence de disproportion entre l'infraction et la peine encourue. Ils estiment qu'ici, en réprimant avec une peine de 20 ans de réclusion criminelle, il n'y a pas de disproportion. Ils estiment aussi qu'on ne déroge pas au principe d'individualisation des peines et que par conséquent, le grief qui était la méconnaissance du principe de proportionnalité ne tient plus. Et donc finalement, le Conseil constitutionnel décide que l'article 222-23-1 du Code pénal et l'article 222-23-3, dans leur rédaction issue de la loi numéro 2021-428 du 21 avril 2021, sont conformes à la Constitution. Cette décision est donc rendue publique le 21 juillet 2023. On précise les personnes membres du Conseil constitutionnel qui ont jugé cette décision. On retrouve Laurent Fabius, le président, Jacqueline Gouraud, Alain Juppé, Corinne Luquiens et messieurs Jacques Mézard, François Pillet, Michel Pineau et François Séné. Donc on va dire qu'après une grosse frayeur, on est rassuré.
Ce n'est qu'une petite victoire, hein. On va dire que c'est juste conserver un acquis qui est quand même précieux. Mais cette petite affaire montre bien à quel point la sphère pédo est influente et cherche par tous les moyens à se frayer un chemin vers la légalisation. Il faut donc être très prudent.